Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour de l'étoile de Bessèges. Alors c'est un prétexte pour encore faire un débat sur la sécurité et sur des informations supplémentaires qu'on a récupérées depuis hier. Mais on parlera quand même un petit peu de l'étape du jour, ça sera en deuxième partie de vidéo. On va revenir aussi sur les problèmes qu'il y a eu encore sur les 3 premiers jours de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment près de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, vous pouvez également rajouter la petite cloche. Bon, retour sur hier. Sur la journée d'hier, qui a marqué, je pense, en France, je ne sais pas si elle a véritablement marqué à l'étranger, sur ce qui s'est passé du côté de l'étoile de Bessèges, avec cette course où désormais on a une soixantaine de coureurs, parce qu'il y a l'équipe Kern Pharma également qui a abandonné. Parce qu'on en sait plus, déjà, grâce à un bel article de Direct Vélo, je vous invite à le regarder. Cet article qui a suivi ce qui s'est passé pendant 1 heure et qui décrypte bien les décisions, les cas de conscience qu'ont eu également les coureurs, les managers sur l'étape d'hier et sur le fait d'annuler ou pas, de continuer ou pas la course. Et notamment sur le vote qui a été fait, mais qui n'aurait pas forcément été respecté à la fois par certains coureurs, mais à la fois par certains organisateurs, par certains membres de l'organisation. Il semblerait qu'il y ait eu un vote, que les coureurs étaient plutôt partants pour ne pas repartir sur cette épreuve. Et puis bon, on n'a pas eu forcément d'informations sur les résultats de ce vote. Ça, c'est toujours le gros problème. Bon, on y reviendra dans cette première partie de vidéo. J'ai été assez surpris hier de voir quand même des gens dire oui, les cyclistes, ils ont fait ça juste parce qu'il pleuvait. Reprendre un petit peu les termes de Patrick Chassé qui sont pas les termes pour moi les plus intelligents du monde. Alors déjà, si c'est si facile que ça de faire du cyclisme chez les professionnels, pourquoi vous n'êtes pas professionnel? Pourquoi vous n'êtes pas cycliste amateur aussi? À un moment donné, si c'est si facile que ça le cyclisme. Je trouve que c'est un manque de respect total envers les coureurs. De mettre cette parole-là en contradiction. Et de dire oh bah non c'est parce qu'ils flottaient. Alors déjà si les coureurs ils n'avaient pas envie de courir parce qu'ils flottaient, ils font pas l'étoile de Bessèges. Enfin voilà. Ensuite, les équipes les auraient peut-être pas laissé faire. Si les équipes ont été en accord avec cette décision des coureurs, c'est qu'à un moment, il y a bien quelque chose qui s'est passé. En sachant que dans la réunion qu'il y a eu le vendredi matin, donc hier matin, les managers d'équipe avaient prévenu la direction de la course que les coureurs étaient très mécontents et qu'ils ne pouvaient pas les arrêter, en gros. Et certains managers étaient d'accord, déjà vendredi matin. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une situation qui était assez tendue. Bon, ce qui s'est passé, on a eu un ultimatum. C'était déjà le cas jeudi soir, c'était le cas vendredi matin, c'est-à-dire que les coureurs ont très clairement dit, si on a de nouveau un problème de sécurité, je rappelle que sur les 2 premiers jours, c'est pas seulement vendredi qu'il y a eu un problème de sécurité, on en a eu déjà sur les 2 premiers jours. Ils ont dit très clairement, on ne continue pas. Pour tout vous dire, il y a des coureurs qui ne se sentaient pas en sécurité, c'est ce qu'a indiqué sur Twitter Colin Bourgeat, journaliste chez Eurosport, qui est en contact avec des coureurs et qui a dit il y a des coureurs qui m'ont appelé dès mercredi soir en disant je ne me sens pas en sécurité sur cette épreuve. Donc c'est pas juste un problème de vendredi, c'est une accumulation. Et encore une fois, ils ont prévenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une surprise envers les organisateurs, ça a été prévenu. Il y a encore une connerie, il y a encore un problème de sécurité, on ne sait pas, on arrête. Il y en a eu déjà beaucoup trop sur cette épreuve. Donc, c'est-à-dire que les organisateurs étaient au courant de la situation.
Ils peuvent pas dire on n'était pas au courant. Voilà. Il y a eu des ultimatums à de nombreuses fois. Alors certains disaient également c'est dommage bon voilà pour la course, ça c'est clair et net. Pour les petits organisateurs, ça aussi c'est dommage. Mais au bout d'un moment, pour moi, du côté des coureurs, la coupe est pleine. C'est-à-dire vraiment la coupe est pleine. Il y a un ras-le-bol en termes de sécurité. Il y a un ras-le-bol aussi parce que eux, ils se font taper sur les doigts quand ils pissent dans une zone qui n'est pas autorisée. Ils se font taper sur les doigts pour plein de petites conneries. C'est ce que disait très bien Audrey Cordon-Rago, par exemple, pendant le Halou la Tour. On tape sur les doigts également des managers, hein, les bidons collés, ce genre de choses. Par contre, les organisateurs, quand ils font des bêtises, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Alors là encore, il va y avoir une enquête de l'UCI. Je savais même pas que c'était possible, parce que pour moi, vraiment, comme j'ai jamais vu ça, je me disais que c'était pas possible, parce que certains m'ont dit aussi, là, t'en mets plein la gueule chez les organisateurs. Alors déjà, j'en mets plein la gueule très souvent, et pas qu'aux petits organisateurs. Le Halou la Tour, j'ai critiqué également les organisateurs. Hein. Donc déjà, on peut pas me cacher. Moi, je gueule aussi envers les organisateurs, parce que l'UCI ne le fait pas. Donc actuellement, on tape sur les coureurs. Quand vous avez... Les coureurs en ont marre également qu'à chaque fois, on leur tape sur les doigts. Quand David Lapartien, il y a quelques mois, dit cette grande phrase, les chutes, 50% des chutes, enfin la majorité des chutes, c'est de la faute des coureurs, ah bah, au bout d'un moment, ça découle aussi de la situation qu'on a eue hier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les coureurs, ils en ont ras le cul, qu'à chaque fois on dise c'est de leur faute. Quand il y a des organisateurs qui font pas bien leur job, eh bien on aimerait également qu'il y ait la même sévérité qu'on a envers les coureurs, envers les organisateurs. Et aujourd'hui, je vais me répéter, mais c'est pas le cas. Donc là encore, il y a une enquête. Je pensais même plus que c'était possible d'avoir une enquête envers les organisateurs, mais il y a un point de règlement qui le permet. C'est dommageable par contre que l'UCI n'ait pas fait d'enquête au moment du Tour de France il y a 2 ans, mais l'UCI tape fort avec les faibles, tape pas fort avec les forts. Du côté donc de cette situation, et vraiment lisez l'article de Direct Vélo qui est très intéressant de savoir les cas de conscience qu'il y a eu du côté du peloton, du côté des coureurs. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? Vendredi, donc on était au niveau d'un rond-point. En fait, c'est une personne qui habiterait donc au niveau du rond-point, qui a essayé de forcer à 2 reprises, et c'est donc à la 2e reprise qu'a forcé le passage, qu'elle s'est retrouvée en plein milieu de la course. Alors j'espère que cette personne-là, l'automobiliste, en sera sanctionnée, mais bon, ça je ne sais pas si ça sera le cas, mais j'espère que ça sera le cas. Normalement, ça devrait être le cas si les choses étaient bien faites en France, mais je ne sais pas si ça sera le cas. Mais là, il me vient quand même une interrogation. Dès la première fois, en fait, on aurait dû prévenir Radio Course. J'ai eu quand même l'impression qu'on est arrivé sur site du côté des coureurs, on n'était pas au courant de ce qui se passait. Or, s'il a déjà essayé de forcer le passage une fois, c'est que le mec devait être assez énervé. S'il est énervé, tu sais qu'il est capable de péter un boulon et de le refaire. Alors déjà, tu peux peut-être prévenir les équipes de gendarmerie qui servent à sécuriser le parcours, de leur dire là, est-ce que vous pouvez pas vous arrêter ? Et aussi de dire à Radio Course, de prévenir la direction de course, qui va prévenir ensuite Radio Course, de dire eh ben là, dans 5 km, on a un mec qui est un peu chaud, qui est un peu énervé, qui a déjà forcé une fois le barrage, donc faites attention, il se peut qu'on puisse pas l'arrêter encore très longtemps et qu'on ait une voiture sur la route, donc pourquoi pas neutraliser la course à ce moment-là. Ça aurait pu être fait. Vu qu'il a forcé 2 fois, c'est-à-dire que la première fois quand il a forcé le passage, et je pense que le peloton il devait être encore à 3 ou 4 km, donc en 3 ou 4 km, on aurait pu neutraliser ce rond-point. On aurait pu neutraliser et dire, bon bah là il y a un mec qui fait n'importe quoi, on neutralise. Ça n'a pas été fait. Donc pour moi c'est une erreur de l'organisateur. C'est trop facile de dire, ah bah oui, les automobilistes font n'importe quoi, tous les gens font n'importe quoi. Le monde évolue. Il faut s'adapter avec l'évolution du monde, même si ça évolue pas toujours dans le bon sens. Bon, bah faut s'adapter. Les organisateurs, ils le savent. Ils le savent que maintenant il y a des mecs qui forcent les contrôles de police. Ils le savent. On a les chiffres.
Hein, qu'il y a des mecs qui forcent les contrôles de police, que ça a explosé ce chiffre-là en 10 ou 15 ans. On le sait que les gens font du n'importe quoi maintenant avec les bagnoles. On le sait aussi. Et on le sait que les cyclistes ne sont pas protégés. Bon. Bah ensuite, il faut anticiper en amont. C'est-à-dire que quand tu organises une épreuve, c'est pas à 2 jours du départ que tu dis tiens, quel va être le plan de sécurité? C'est avant, et aussi, c'est avant gérer avec les bénévoles, savoir quel protocole on met en place au cas où ça arrive. Il faut anticiper en amont. Là, je crois que le vrai problème, c'est que toutes ces choses-là n'ont pas été anticipées. C'est trop facile de dire oh bah, c'est de la faute des automobilistes. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les automobilistes font des conneries, le public de temps en temps fait des conneries, eh bien, on le sait, qu'est-ce que l'on fait de ces informations-là pour garantir la sécurité des coureurs? L'objectif principal d'un organisateur de course, c'est de garantir la sécurité des coureurs. Ce qui n'a pas été le cas sur les 3 premiers jours. Ensuite, on peut quand même se poser des questions également. Est-ce que cet automobiliste, est-ce que cette personne du voisinage était au courant qu'il y avait une course? Parce que si vous voulez sortir de chez vous, je ne sais pas moi, vous avez un rendez-vous urgence médecin, vous avez un rendez-vous par exemple d'ophtalmo, vous savez qu'en ce moment les rendez-vous d'ophtalmo c'est quasiment 6 ou 7 mois à l'avance, par exemple. Et qu'en plus, il y a la taxe lapin. Je ne sais pas si elle est encore en place. Elle est en place, mais elle devait être mise en place. De toute manière, il y a des médecins qui la font déjà, la taxe lapin. Et que vous vous retrouvez bloqué par une course alors que vous étiez même pas au courant qu'il y avait une course, ça peut vous foutre en rogne. Parce que tout le monde n'aime pas le cyclisme, hein, tout le monde n'aime pas le sport. Ça peut vous foutre en rogne. Alors, il y a être en rogne et il y a forcer un barrage. Hein. C'est 2 choses. Mais ça vous fout en rogne. C'est pour ça aussi que de temps en temps, je pense que les gens sur les bords de route ont beaucoup de mal à gérer l'énervement, la colère des automobilistes ou des autres personnes, hein, parce qu'il y a aussi des piétons parfois qui sont en colère, parce que pour moi, il y a un énorme problème de communication en amont. Je vais rappeler mon expérience personnelle. Le Trophée d'Or féminin, qui était une course importante, il y avait notamment Marianne Vos. Marianne Vos est passée en bas de chez moi, à vélo, en course. Eh ben, on ne le savait pas. On ne le savait pas toujours. Voilà, donc, moi, je le savais parce que j'aime le cyclisme. Mes parents, par exemple, n'aiment pas foncièrement le sport. Donc, si j'avais pas été là, ils n'auraient pas pu le savoir. Et voilà, il y a des gens qui n'aiment pas le sport, qui ne lisent pas forcément les actualités locales aussi. Et en plus, ça dépend des coins. Mais moi, par exemple, je suis dans un coin où les activités locales, c'est après que l'événement soit déroulé qu'ils disent qu'il y avait un événement. C'est pas avant. Donc, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et si c'est juste sur le tableau de la mairie, où tu sais que les routes sont fermées, personne ne lit les tableaux de la mairie. Ça serait peut-être pas mal de mettre peut-être 2 000 €, 3 000 €. Je pense pas que ça soit un budget énorme. C'est pas 50 000 balles qu'il faut foutre. Pour mettre des papiers dans les boîtes aux lettres des gens et leur dire, peut-être 5 jours, 6 jours, une semaine avant, eh bien vous habitez sur la départementale 954, l'étape de l'étoile de Bessèges passe devant chez vous, bon, bah, la route sera bloquée de telle heure à telle heure. Ce qui permet aux gens, une semaine avant, de pouvoir s'organiser tranquillement, voilà, et de savoir que la course est fermée. Ça, on ne le fait quasiment que pour le Tour de France. Et encore, pour le Tour de France, il n'y a pas de papier dans la boîte aux lettres. Hein. On le dit de manière un peu plus importante. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème de communication en France. Quand on bloque des routes, par exemple, pour un événement sportif, parce qu'il y a aussi le rallye qui a le même souci, où les gens ne le savent pas que la route est bloquée, les 3/4 du temps. Ce qui provoque de la colère. Parce que, imaginons, tu dois aller chez le médecin, imaginons, je sais pas, tu as une urgence. Voilà, une urgence n'importe laquelle, tu te retrouves bloqué, forcément tu as de la colère. Et après c'est difficile à gérer derrière. Alors il y a la colère, encore une fois, et il y a forcément un barrage de police. Ça c'est autre chose, on est sur le cap largement au-dessus. Mais c'est vrai que ça, c'est pas aider les bénévoles de faire ça. C'est pas aider les équipes de bénévoles sur le bord de la route. Et ensuite, pour moi, il faut qu'il y ait des systèmes en place dans l'organisation de ces courses-là. Je pense que c'est fait sur certaines courses, mais pas sur l'étoile de Bessèges, me semble-t-il,
ou bah, quand il y a un mec étant très énervé ou possiblement en capacité de franchir un barrage, et bien de prévenir Radio Course et de dire ah là les mecs, faites attention, peut-être qu'il va falloir neutraliser au kilomètre 181 parce qu'on a un mec qui est énervé dans un virage. Voilà. Ou parce qu'on a une voiture qui est mal garée. Ou faites attention, voilà, en amont. Là, c'est ce qui a vraiment manqué. On parlait également du cas des bénévoles. Les gens disent, là, ça a été un peu... Alors, c'est pas l'excuse qu'a trouvé les organisateurs même. Parce que les organisateurs n'ont pas dit on galère à trouver des bénévoles. Mais c'est l'excuse souvent trouvée par des organisateurs, notamment sur les épreuves amateurs. Là, on va reprendre le cas de l'étoile de Bessèges. Donc, vous avez beau-fils et la fille qui sont à la direction de la course. Vous avez donc la mère de cette fille qui gère également l'organisation de la course. Ça fait un peu un entre-soi hein, quand même dans l'affaire. C'est souvent ça le problème du bénévolat en France. Alors déjà, c'est qu'on demande maintenant des bénévoles un petit peu à droite à gauche, parfois pour des choses où on pourrait recruter des gens avec un emploi. Là, je vois notamment des médiathèques. Le nombre de médiathèques, moi, qui s'ouvrent dans le coin, et le nombre de médiathèques où on demande des bénévoles. C'est vrai qu'on ne pourrait pas recruter vraiment des gens à temps plein au lieu de choper des bénévoles. Donc, ce qui fait que, bah, par exemple, tu gères la médiathèque, et bah, tu peux pas faire la route sur l'étoile de Bessèges. Et tu peux pas être au four moulin. Et ensuite, pour moi, le problème, c'est que souvent, dans ces organisations-là, on est dans un entre-soi. C'est-à-dire c'est le copain du copain, hein, c'est du copinage. C'est très compliqué d'intégrer ces organisations-là. Quand tu n'es pas du milieu du cyclisme, quand tu n'as pas... par exemple, moi, je voudrais être signaleur sur une épreuve de cyclisme, je sais même pas. Je sais même pas à qui m'adresser, comment faire dans le coin. Parce que j'ai pas fait les écoles de cyclisme, j'ai pas fait ça. Donc quand on dit souvent on trouve pas des bénévoles, souvent c'est parce qu'il y a un loup quand même qui se cache derrière. Et le loup parfois c'est parce que bah, c'est le copain du copain et si t'es pas copain avec un des mecs de l'organisation, bah tu peux pas intégrer l'organisation. C'est pas toujours ah bah il y a personne qui veut le faire. Des fois c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ensuite on parlait également d'un autre élément, c'était du côté d'ASO. Est-ce que ASO pourrait aider les petites organisations? Oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette idée. Je suis d'accord avec le fait qu'on a aujourd'hui 4 gros organisateurs, enfin 3 très très gros, ASO, Flanders Classic, RCS. En France, ASO possède les meilleures courses du calendrier. ASO fait des millions d'euros de bénéfices. Et donne beaucoup d'argent à ses actionnaires. Je pense que ASO pourrait donner moins aux actionnaires et plus aux petites courses, et aussi pourrait donner des méthodes, pourrait former également des personnes pour mieux sécuriser les courses, pour mieux gérer les courses, tout simplement. Oui, là je suis d'accord. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ASO s'en tape des petits organisateurs. Bon, de toute façon, ASO, en gros, il n'y a que ce qui touche ASO qui concerne. Enfin, qui les concerne. C'est-à-dire, ce qui est en dehors de l'univers ASO, ils en ont rien à foutre. Voilà, il y a un moment. Et ce qui ne rapporte pas, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps à faire du cyclisme féminin. Parce que pour eux, ça ne rapportait pas. On n'en a rien à faire. Ils n'ont jamais rien soutenu. Voilà, eux, il faut que ça fasse de la thune, ASO. C'est la thune avant tout. Le Dakar, ils l'ont repris. Pourquoi? Parce que ça pouvait faire de la thune. Le Tour de France, ils ont pris d'autres courses à l'étranger aussi, parce que c'était des courses qui pouvaient faire de la thune. Bon, c'est comme ça avec ASO. Après, il faudrait aussi qu'ASO sache très très bien organiser les courses, qui ces dernières années n'est plus trop le cas non plus. Du côté d'ASO. Mais oui, on pourrait avoir de l'aide de la part d'ASO et de la part de Christian Prudhomme envers des plus petits organisateurs pour essayer de garder un calendrier français important, parce que c'est ça le risque quand même.
sur le long terme, c'est d'avoir un calendrier moins important. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été un peu aussi l'excuse qui a été dit, c'est-à-dire de dire on ne peut pas sécuriser comme le Tour de France parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Alors déjà, on ne demande pas la même sécurité que le Tour de France, hein. Enfin, on ne demande pas la même sécurité. On ne demande pas le même niveau de police, par exemple, parce qu'on sait que c'est pas possible. Et parce que les enjeux sont pas les mêmes. Par exemple, le public est beaucoup moins important sur un étoile de Bessèges que sur un Tour de France. Donc il n'y a pas besoin d'avoir autant de gendarmes aussi qui gèrent la gestion du public. Mais par contre, il y a un minimum. Et là, ça faisait depuis 3 jours qu'on n'avait pas le minimum. Alors, il y a peut-être eu un problème aussi sur les équipes sur place. Par exemple, encore une fois, moi je parlais des gendarmes, j'ai trouvé les dépassements des motos de gendarmes extrêmement dangereux. Ils peuvent pas passer, bah ils prennent une route subsidiaire, ça c'est vrai que c'est assez incroyable. Parce que c'est aussi l'excuse de dire ah bah maintenant les coureurs laissent pas passer les policiers. Et les coureurs ils sont en course. Ok ? Donc l'objectif c'est de faire le meilleur résultat possible. C'est pas vraiment de se soucier des trucs qu'il y a à côté. Et notamment de laisser passer les flics. Parce que si tu laisses passer les flics, tu vas peut-être perdre 40 places dans le peloton. Quand c'est un moment important, t'as pas envie de perdre 40 places dans un peloton. Alors soit on décide de mettre en place des neutralisations à certains moments du parcours pour permettre à la gendarmerie de passer, soit eh bien, on décide que la gendarmerie puisse emprunter certaines routes pour pouvoir récupérer le chemin principal. Mais dans cela, il faut l'anticiper encore une fois avec la préfecture, avec aussi les équipes de gendarmerie, et puis lors de la fabrication du parcours. C'est là où il y a eu un problème aussi. Parce que la communication, elle n'est pas seulement mauvaise avec les riverains, je pense qu'elle est mauvaise aussi avec les services de l'État. C'est-à-dire entre les services de l'État et les organisateurs, aujourd'hui la communication, elle est quasiment zéro. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Là, je pense qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème. Les organisateurs payent de plus en plus cher la gendarmerie. Je ne suis pas sûr que le service s'est amélioré et vaille aujourd'hui la somme qui est demandée. Ça, c'est vrai qu'on a un problème de ce côté-là. Et puis, moi j'aimerais aussi qu'on ait enfin un vrai protocole UCI, parce que là on a vu encore le problème des votes, c'est-à-dire qu'il y avait en fait trois coureurs qui étaient, on va dire, chargés de discuter entre l'organisation et les autres coureurs. Il y a eu un vote, le vote n'a pas été respecté, semblerait-il. Le problème, c'est que ces situations de vote restent encore trop floues. Ça serait bien que du côté de l'UCI, on mette en place un protocole qui dise que quand on a ce type de problème-là, on vote, que le vote doit se faire en un quart d'heure, dépouillement compris, je ne sais pas, ou un vote par téléphone, un vote par système électronique, c'est pas, mais qu'on fasse un vote, et que s'il y a la majorité qui veulent abandonner la course, eh bien, on abandonne. Parce que là, c'est vrai que certains coureurs disent bah oui, les autres, ils ont fait leur fillette, voilà, tout le monde voulait continuer. Non, tout le monde ne voulait pas continuer. Des fois, il y a aussi des intérêts sportifs qui se mêlent à ça, donc ça peut être un peu un problème. On peut forcer la main parfois certains coureurs à continuer alors qu'ils n'ont pas envie, ce qui n'a pas été le cas sur cette étoile de Bessèges. Mais ça a parfois peut-être été l'inverse, c'est vrai, dans certaines équipes, si t'es tout seul ou t'es deux coureurs seulement veulent reprendre, ça peut être un petit peu compliqué. Mais même dans les équipes françaises, faut pas croire que même dans les coureurs qui sont partis, il n'y en avait pas des qui étaient en désaccord avec les problèmes sécuritaires qu'il y avait. Hein. Mais ils ont décidé de continuer, parfois pour faire plaisir à l'organisateur, parfois pour faire plaisir à leur équipe, mais sur les 70 coureurs qu'il y a encore en course, je peux te dire qu'il n'y en a pas 70 coureurs qui voulaient repartir. Voilà, la réalité elle est là. Mais ça serait bien qu'on ait enfin un protocole UCI dans ce genre de cas. Et puis ça m'attriste moi quand même ce qui se passe en ce moment sur l'étoile de Bessèges, c'est que les petites équipes continentales, elles n'ont pas de visibilité. C'est des courses qui leur permettent d'avoir de la visibilité, on se souvient de Samuel Leroux l'an dernier, sauf que là, vu que la course est complètement décimée, je pense que pas grand monde l'a regardé aujourd'hui sur la chaîne L'équipe, et la visibilité pour Saint-Michel, pour CIC, pour Van Rysel est minime par rapport à ce que ça aurait dû être habituellement. Mais voilà, c'est un peu pêle-mêle là ce que j'ai dit, mais j'espère qu'il y aura
des choses qui changeront et de la part de l'UCI, de la part des organisateurs, de la part d'ASO, de la part de la police également en France, et qu'on arrivera enfin à trouver des solutions et à éviter ce genre de problème. On regarde ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de l'Étoile de Bessèges avec la démonstration de Kevin Vauquelin. Bah déjà il faisait partie quand même des favoris avant le départ, hein, Kevin Vauquelin. C'est sûr qu'on a perdu quand même des éléments face à Kevin Vauquelin. Là il a fait une démonstration, hein, il est parti très vite au bout d'1 kilomètre et personne l'a revu, hein, personne n'a été en capacité d'aller le rattraper. Donc belle démonstration de Kevin Vauquelin qui a su faire la différence devant 2 coureurs de Aubert 93, en sachant que c'est le manager d'Aubert 93 qui a un peu accéléré le mouvement hier pour que les coureurs repartent. Il a essayé d'entraîner un peu un mouvement pour faire relancer la course, parce que s'il n'y avait pas eu peut-être le manager de Saint-Michel préférence Home Aubert 93, aujourd'hui on n'aurait peut-être pas eu de course. Donc il faut le dire également. Avec une belle performance de Thomas Champion. Lui, c'est vrai qu'il revient de deuxième division, il revient d'une équipe qui était d'un niveau supérieur. Champion, il était chez Cofidis. Il n'a pas réussi véritablement à s'exprimer en World Tour. Ça me rappelle un petit peu Alexandre Delettre, par exemple, qui était un peu dans le même cas l'an dernier. Il a décidé donc de redescendre en Continental pour tenter de récupérer des résultats. Et pour le moment, son début de saison n'est pas mauvais. Avec une 9e place au Classica Camp des Mauvais-Drés, et donc 2e aujourd'hui du côté du Mont-Bouquet. Lui qui sera sur le Tour des Alpes-Maritimes, il ne sera pas sur le Tour de la Provence la semaine prochaine, où j'ai des gros doutes sur l'organisation aussi, parce que le Tour de la Provence est toujours le bordel, et je suis un petit peu inquiet. Il y a des courses comme ça où je suis toujours inquiet. L'Étoile de Bessèges, Tour de la Provence, Drôme-Ardèche aussi, où je trouve que des fois en termes d'organisation c'est un petit peu le bordel. Ces 4 courses-là, je trouve, ce sont les moins bien organisées en France, en sachant que le Tour de la Provence est quand même un niveau au-dessus des autres. Encore, on se souvient notamment du final de la 2e étape, de la première étape, parce que c'était un prologue, de l'étape du vendredi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du final, qui avait été neutralisé. De toute manière, même sur le sec, ça passait pas. Hein. Je ne sais pas qui avait eu cette idée de pondre ce final-là. Donc Thomas Champion, pas mal. Voilà, hein, avec cette étape du côté de l'Étoile de Bessèges. C'est vrai qu'il avait fini 4e du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Je crois qu'on en avait parlé il y a quelques jours. 9e de la ronde de l'Isard également. Sauf que chez Cofidis, ça ne s'est pas passé aussi bien qu'il le souhaitait. Donc là, on va voir si en 2025, il va réussir à passer un cap et à exprimer son talent. L'an dernier, il avait été bon sur le Grand Prix de la Marseillaise, 13e. Saint-Michel qui fait même un tir groupé avec Théo Delacroix également 6e et Nicolas Broyard 3e. Kevin Genietz et Dylan Tuns sont 4 et 5. Et puis on retrouve Damien Touzé avec Pierre Latour et Andrea Missud. Bien pour Andrea Missud, qui est désormais maltais. Pierre Latour, ouais, c'est pas foufou quoi. C'est quand même un mec qui a réussi à faire 2e derrière Michael Woods sur une montée qui était dure, le Puy-de-Dôme, qui était certes un petit peu plus longue, mais qui était une montée dure. Là, je suis pas sûr que les jambes étaient exceptionnelles. Vendée-Mellon, là c'était un petit peu trop dur pour lui, 13e. Et puis, si on redescend, Arnaud Delis fait 25 aujourd'hui. Et ils ne sont que 64 à l'arrivée avec Victor Vercouilly, qui était même le dernier, le coureur de la Flanders Baloise, juste devant Arnaud Desmar. Le général, c'est Kevin Vauquelin qui est largement en tête. Donc demain, Kevin Vauquelin gagnera par chute. Ensuite, on va avoir quand même une belle bagarre pour le podium entre Broyard, Genietz et Dylan Tuns, parce que c'est pas toujours évident pour les coureurs de Continental sur les contre-la-montre. Il y aura Thomas Champion également 5e dans ce classement, et puis ensuite Pierre Latour qui pourrait faire une belle remontée également, le coureur français. Et donc 64 coureurs s'élanceront normalement demain du côté du contre-la-montre. Le maillot vert, c'est Arnaud Desmar pour le moment devant Delis et Vauquelin. Le maillot à pois, c'est Vercouilly devant Vauquelin et Théo Delacroix.
Le maillot blanc, c'est Clément Isquiro devant Arnaud Delis et Maisonneuve, le coureur de la Cofidis. Et puis du côté du classement par équipe, Saint-Michel Aubert 93 fait la bonne opération devant Cofidis, Groupama et Team Total Energy. Mais demain, ça pourrait changer avec le contre-la-montre du côté d'Alès qui est toujours maintenu. Je vais vérifier ça tout de suite. Alès, étoile de Bessèges. Oui, il n'est pas annulé. Pour le moment, on nous met une arrivée vers 13h15. Parce que c'est vrai que là, on se retrouve à avoir quand même beaucoup moins de coureurs au départ. Ça va même être un problème, hein, parce que c'est une 2-1. Donc ça veut dire que ça va marquer des points. Sauf qu'on a perdu quand même la moitié du peloton. Est-ce que cette épreuve aura le même nombre de points qu'habituellement pour une 2-1? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien nous, on se retrouvera peut-être plutôt lundi pour faire le débrief de ce contre-la-montre. Je ne sais même pas si on fera le débrief, hein, très clairement. Mais on ne le fera pas dimanche soir, ça c'est sûr. Lundi peut-être, et encore, ça dépend si je suis motivé. Bon bah d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.